Salut Chica, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de double culture. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je vais beaucoup parler de mon expérience et je vais, à travers cet épisode, te montrer comment j'ai réalisé que j'avais une double culture, comment à travers mes expériences, j'en ai fait une richesse, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Tu vas comprendre en fait à travers tout ce que je vais te raconter. Et par contre, pour cet épisode, je te le dis, je vais parler de mon expérience, de mon point de vue. Je vais vraiment te parler de la façon dont je vois la double culture. Je vais aussi te raconter pas mal d'anecdotes. Ça sera un épisode beaucoup plus détendu. Je vais reprendre des épisodes de ma vie chronologiquement. Je suis tellement heureuse et je remercie Dieu d'être née avec une double culture. C'est une chance de malade d'avoir une double culture pour moi. Je me dis qu'en fait, j'ai pas toujours pensé comme ça. Parce que je pense qu'on vit des choses dans la vie où on se dit mais pourquoi je suis née comme ça, pourquoi je suis née dans cette famille, etc. Mais en fait ça passe, c'est des épreuves, ça passe, tu vois. Aujourd'hui, moi je suis née en France, donc comme tu le sais, je suis née dans le Var, dans le sud de la France, et mes deux parents sont tunisiens. Et donc je suis tunisienne, j'ai la double nationalité, je suis tunisienne. Donc j'ai grandi avec la culture française, la culture tunisienne et même maghrébine. En fait, j'ai grandi avec des personnes qui étaient issues aussi d'Algérie et du Maroc. Et donc je faisais plus vraiment la distinction entre tunisien, algérien, marocain à la fin parce que réellement, bien sûr, il y a quelques petites différences, mais c'est vraiment similaire. Alors je vais commencer par parler de mon enfance avec la double culture et je vais te montrer les quelques événements qui m'ont fait me rendre compte de ma double culture et ça a commencé très jeune, à la maternelle. Alors, il y a un tout petit événement à la maternelle où la maîtresse nous faisait un petit exercice et je me suis rendu compte que j'étais différente des autres. Donc, la maîtresse nous avait mis, donc je pense que c'était la dernière section, j'étais en dernière section et la maîtresse nous avait mis à part avec un petit garçon qui s'appelait Abdesamad, je m'en souviens encore, ouais. Et elle nous avait mis à part parce que on avait du mal à prononcer les on et les en. Alors je sais pas si c'est un problème pour seulement les personnes qui ont une double culture maghrébine ou arabe. Je pense pas. Je pense aussi que ça touche d'autres personnes. Et en fait, elle nous avait vraiment mis à part pour prononcer les en et les on. Par exemple, je vais te donner un exemple. Si y avait le mot Japon, apparemment, quand j'étais petite, je prononçais Japon. Ou un enfant, je prononçais un enfant. Voilà. C'était des petits mots comme ça. Et je crois que à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait une différence. Laquelle je ne savais pas encore, parce que j'étais pas encore consciente de ça. J'étais pas encore consciente. Pour moi, une petite fille, un petit garçon, blanc, noir. En fait, on voit pas la couleur quand on est enfant. Je crois vraiment qu'on voit pas la couleur. Et en fait, si, on voit la couleur, mais on n'arrive pas à l'assimiler. Je me souviens un jour, j'étais avec mon petit frère, donc mon petit frère qui était encore un bébé, je crois il savait parler, donc peut-être qu'il avait 3 ans. On avait un ami noir, et en fait, il lui a dit mais pourquoi t'es noir ? Mais genre, c'était... il comprenait pas, tu vois. C'était juste qu'il comprenait pas. Et surtout que dans ma ville, c'est assez drôle ça quand même. Dans ma ville, à l'époque, il y avait très très peu de personnes de couleur noire. Vraiment très très peu. Donc il était surpris, en fait. Il était surpris. Donc voilà, ça c'était vraiment là où j'ai réalisé que j'étais différente. Donc j'étais dans une école où il y avait de la mixité, mais vraiment des Arabes et des gens comme moi, quoi. Et je pense que j'ai réalisé que j'étais différente quand mes camarades, qui n'avaient pas de double culture, racontaient leur week-end. Ça aussi, ça m'a permis de me rendre compte. Je pense que quand j'étais au CP, au CE1, là, j'ai vraiment... je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent. Ça, c'était un événement hyper fort. Je m'en souviens comme si c'était hier, vraiment. J'avais une copine qui s'appelait Géraldine. Petite blonde, elle était fille unique et un jour elle m'avait invitée chez elle. Elle habitait pas très loin de chez moi, je vivais encore à cette époque en appartement. Elle vivait en villa. Et donc j'étais rentrée chez elle et je me souviens avoir été fascinée. Je rentre dans sa chambre et là je vois une mezzanine, donc vraiment un lit superposé. En dessous,
toute une collection, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, toute une collection de Barbie. Toute la collection, avec tout ce qu'il pouvait y avoir en extra. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais vraiment, pour te dire, je pense qu'il y avait bien une centaine de Barbie. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui mon esprit qui le grossit, mais vraiment, ça m'avait impressionnée parce que je n'avais jamais vécu ça, je n'avais jamais été confrontée à ça. Elle avait un jardin et vraiment, en fait, je me suis rendu compte qu'une petite fille du même âge que moi pouvait avoir une vie complètement différente de la mienne. Et après, j'ai compris, voilà, elle était fille unique. Nous, on était déjà 3 à la maison. En plus, les Barbies, à l'époque, moi, ça m'intéressait pas vraiment, quoi. Mais là, ça m'avait quand même impressionné. Là, j'ai compris qu'il y avait une différence. C'était peut-être pas une différence de culture, hein, mais c'était certainement aussi une différence de classe sociale. Donc voilà. Aussi, je me souviens qu'elle faisait très souvent, et elle m'invitait aux anniversaires McDonald's. Nous, on faisait pas ça. Je sais pas, j'avais jamais été invitée à part avec elle à un anniversaire McDonald's. Ensuite, une deuxième fois, j'avais des voisins avec lesquels on jouait très souvent et qui s'appelaient Marc et Anne. Marc et Anne, c'était des frères et sœurs. Et Anne, elle était un peu plus âgée que moi et Marc était un peu plus jeune que moi. Et un jour, sa mère, elle m'a invitée à manger chez eux. Vraiment, ils habitaient en face de chez nous. Hein. Et je me souviens encore aujourd'hui, la sensation que ça m'a fait, genre, waouh! Juste avant ça, à côté, on avait un petit casino et on y est allé. Et elle m'a dit, choisis ce que tu veux. J'étais là, mais ma mère, quand on fait les courses, elle me demande pas, choisis ce que tu veux, hein. Mais pas du tout. Et là, c'était vraiment, waouh! Et vous savez, quand on est enfant, on compare très vite. Nous, ce qu'on vit, eux, ce qu'ils vivent, etc. Et en fait, elle m'avait dit, ouais, choisis ce que tu veux manger, etc. Et je me souviens encore aujourd'hui, et vraiment, je me souviens qu'elle prenait vraiment soin de moi. Et c'était la première fois, en fait, que j'allais chez des personnes qui étaient, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais je sais pas comment le dire autrement, français de souche. Et donc, en fait, je me rappelle qu'on avait mangé des quenelles, il me semble. C'était très bon, hein, mais en fait, c'était différent de chez moi. Même si on avait l'occasion parfois de manger des quenelles, dans ma famille, on mangeait, je pense, 80% du temps arabe, enfin tunisien plutôt. Dans le sens où on mangeait piquant, on mangeait des plats tunisiens, quoi. Et aussi, il y avait une différence dans la manière de présenter les plats, dans la manière de s'asseoir à table. Aujourd'hui, hein, j'en prends conscience, mais par le passé, j'en prenais pas conscience. Je me disais juste que c'était différent de chez moi. Mais j'avais pas suffisamment de recul pour voir à quel point c'était différent. Et qu'il y avait vraiment un soin apporté à l'entrée, plat, dessert. Un autre événement en CM2. J'avais un professeur du nom de Monsieur Gaspard. Waouh, je m'en souviens encore. Il avait une barbe. Et je me souviens qu'il marchait dans la classe et il se frottait les oreilles. Je me souviens, je sais pas pourquoi je me souviens de ça, avec son petit doigt. Et il passait dans les rangs comme ça et il disait souvent... Oh, j'adore Tataouine, j'adore Tozeur, j'ai passé mes vacances là-bas, etc. Et je suis partie en Tunisie, etc. Et en fait, j'ai compris qu'à ce moment-là, mon pays, qui était la Tunisie, pouvait être exotique pour d'autres personnes. Là, c'est vraiment une révélation. C'est-à-dire que pour moi, un pays dans lequel je vais tous les étés, c'est aussi un pays, pour les autres, qui est un pays exotique. Et pour moi, ça n'avait absolument rien d'exotique parce que ça faisait partie de moi. Et là, en fait, je crois que vraiment, je comprends que je suis différente. C'est cool d'être différente. Pendant mon enfance, je me rends compte comme ça de cette différence. Vraiment, je remarque pas ma différence physique avec les autres, pas tellement, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de mixité. Quant à moi, j'ai appris l'arabe à partir du CE1. Tous les mardis et les jeudis, je me souviens. J'ai appris l'arabe pendant 5 ans. C'est un peu resté, mais pas tant que ça. C'est une super manière d'absorber sa double culture, finalement. Et aussi, je me rappelle de cette fameuse question quand on rentre en Tunisie. Alors, tu préfères la Tunisie ou la France ? Et vraiment, j'avais pas de préférence réellement à cette époque-là. C'est juste que j'ai compris qu'il fallait que je réponde ce qu'on attendait de moi. Voilà, je répondais ce qu'on attendait de moi. On allait en Tunisie tous les étés et je me posais pas tant la question de pourquoi on y allait, si j'aimais vraiment ou pas. C'était juste que... j'avais de la famille là-bas et qu'il fallait lui rendre visite. La deuxième partie, c'est dans mon adolescence.
Alors l'adolescence, c'est encore quelque chose d'autre. Parce qu'en sixième, je suis dans une classe où 50% des gens sont maghrébins. Parce que j'habite aussi à côté d'un quartier. Et donc le collège aussi est à côté du quartier. C'était l'époque de Wallen, à l'époque on écoutait Donna. Ah là là, cette chanson. Diams, on écoutait Section d'Assaut dans le MP3. Je sais pas si vous vous souvenez de ce petit objet qui était l'MP3. C'est incroyable de se dire que ça a existé. Franchement, c'est ouf. Donc par le passé, j'écoutais beaucoup de rap. Honnêtement, beaucoup de rap. J'écoutais Kerry James, Youssoupha, Medine, Ayam, beaucoup. Le rap était détenu, entre guillemets, par les Noirs, par les Arabes, par ceux qui avaient une double culture. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais par le passé, c'était comme ça. Il y avait cette identification. Genre, ah, mais cette personne me comprend. Ce que je vis, en fait, je suis pas toute seule à le vivre. Un titre qui a fait toute une différence, c'était Dans ma destinée de Youssoupha. J'ai adoré l'écouter, cette chanson. Donc je comprends à cette époque qu'il y a des gens qui vivent pas la même chose que moi, qui ne voient pas aussi la France de la même manière que moi, et qu'il y a beaucoup d'injustices. J'avais 13 ans. Et le passage au collège, là je commence à comprendre qu'on n'a pas tous une double culture. Mais en même temps, je me rends bien compte que c'est une richesse, et qu'avec ma camarade, on a les mêmes références. Alors voilà, c'est au collège que j'ai créé mon premier Skyblog, et là je me revendiquais tunisienne. Clairement, je me revendiquais tunisienne à 1000%. J'en étais super fière. Et lorsqu'on me demandait « Qui es-tu ?», une des premières choses que je disais, c'est « Je suis tunisienne ». Ma meilleure amie au début du collège, elle était marocaine. Et à la fin du collège, ça a changé. J'avais une autre amie, très très bonne amie, qui était algérienne. Et je m'entends globalement avec tout le monde, mais réellement, j'avais une beaucoup plus grande affinité avec les gens qui me ressemblaient. Et ça a même été prouvé scientifiquement dans le monde du travail. On appelle ça le syndrome du scarabée. On pourrait faire le lien avec ça. Le syndrome du scarabée, c'est les managers qui favorisent ceux qui leur ressemblent. En fait, on fait tous ça. On fait tout ça, c'est un biais cognitif, on le fait tous. Aussi, je me souviens de la professeure de français, Madame Aranda, je crois que j'étais en 4e. Et un jour, elle a fait une remarque qui m'avait un peu choquée quand même. Elle avait pris le nom de famille d'une personne de ma classe, qui était à consonance maghrébine, et elle avait dit que c'était incorrect au niveau du français. Mais comment tu peux dire ça en fait ? C'est un truc de malade quand même. Enfin, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Déjà, en 4e, je me rendais bien compte que c'était pas normal. Mais aujourd'hui, en me le rappelant, je me rends bien compte que le fait de dire que c'est pas correct au niveau de français ton nom de famille, c'est tellement... C'est rabaissant déjà même pour la personne. Donc voilà, elle dit que c'est pas correct. Mais à quelle heure en fait ? À quelle heure ? À la même époque, j'avais 11 ans et Sarkozy en fait, il disait déjà... Il était ministre de l'Intérieur et il disait déjà je vais nettoyer la banlieue au Karcher. Et on sait que les banlieues, historiquement, la majorité de ceux qui sont dans les banlieues sont des Arabes et des Noirs. On le sait. Ce sont des personnes qui sont issues de l'immigration. Et donc, vraiment, à cette époque, il y a un peu une révolte qui se construit en moi en me disant mais comment ça, en fait ? Ce sont nos grands-parents qui sont venus de Tunisie, Algérie, Maroc et qui sont venus construire les routes et reconstruire les routes et qui ont fait les métiers que vous ne vouliez pas faire. Et aujourd'hui, vous voulez virer ces gens parce qu'ils vous dérangent, parce qu'ils font, entre guillemets, tâche. Et vraiment, il y a une révolte au fond de moi qui a commencé à se construire. Et ouais, je pense que ça a créé un peu une fissure en moi, certainement. Mais voilà, en même temps, j'étais une ado qui aimait passer du temps avec ses copines, aller à la plage, lire. D'ailleurs, à cette époque, je lisais beaucoup de chair de poule que j'empruntais à la médiathèque. Je sais pas si vous connaissez cette collection, mais c'était tellement bien. J'adorais me faire peur à travers ces livres-là. Alors qu'aujourd'hui, je déteste regarder les films d'horreur. Non, j'aime pas les films d'horreur, mais j'adorais lire de la fiction. Je passais beaucoup de temps sur MSN, aussi à regarder des films que je téléchargeais sur Emule. Et le soir, j'écoutais Skyrock avant de m'endormir. J'écoutais D-Fool. Donc je sais pas si on a à peu près la même enfance. En tout cas, ça c'était mon enfance et j'ai adoré vivre ça. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir une différence avec mes copines. Elles avaient le droit de sortir, elles avaient le droit d'aller dormir chez leurs autres copines.
Moi, je n'avais pas tous ces droits-là. Donc là, j'ai vraiment compris que ma double culture, elle pouvait être une richesse, mais elle pouvait aussi être un frein. Je voyais que j'avais pas la même liberté que mes camarades qui n'avaient pas de double culture, tu vois. Alors quand je dis double culture, vraiment, j'aimerais préciser, c'est vraiment une double culture visible. Je sais que toutes les doubles cultures ne sont pas visibles et que parfois, je peux avoir même, la même histoire qu'un Tchétchène, mais on va pas me considérer de la même manière qu'un Tchétchène parce que ma couleur de peau, mes traits sont différents. Voilà. C'est-à-dire que voilà, on le sait très bien aujourd'hui, on va beaucoup plus favoriser un Ukrainien à son intégration en France qu'un Syrien. Parce que, physiquement, un Ukrainien ressemble beaucoup plus, de par son histoire et de par son physique, à un Français qu'un Syrien. On le sait très bien, tu vois. Donc c'est ça, quand je parle de double culture, c'est d'une double culture visible. Là, j'arrive au lycée. Donc ça, c'est la troisième partie, j'arrive au lycée. Et là, je suis un peu plus claire avec moi-même par rapport à ce que je suis. Je suis française et tunisienne. Et ça, c'est super important pour moi de dire que je suis tunisienne. Ça fait partie de mon identité. Et c'est comme ça aussi que je me présente. Là, tu vois, là, ça change. Je suis au lycée et 80% de ma classe n'a pas de double culture visible comme moi, hors européenne. Oui, il y a des Turcs. Je crois qu'il y a un métis. Je me souviens pas vraiment très bien d'ailleurs. Et je me souviens jusqu'à cette époque, il y avait Stromae qui avait sorti Alors on danse. Et là, je rencontre une très bonne amie à moi qui s'appelle Gabrielle. D'ailleurs, je suis sûre et certaine qu'elle m'écoute, donc je te fais un gros bisou. Et en fait, je rencontre cette fille et je me rends compte que c'est ma première copine qui a une double culture non visible, mais c'est important pour elle. Tu vois, le fait qu'elle soit portugaise et italienne, c'est important pour elle. Et pour sa famille. Et en fait, je me rends compte que on a plein de choses en commun en réalité. Même si moi, je suis tunisienne et française, et qu'elle, elle est française, mais qu'elle a des origines italiennes et portugaises, en fait, on a plein de choses en commun. Parce que c'est pas ça le plus important. C'est pas la culture le plus important. C'est plein d'autres choses. On va y revenir, mais c'est plein d'autres choses. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'on pouvait avoir une double culture et la cultiver, et que ce n'était pas réservé à ceux qui avaient une double culture visible, de par leur couleur de peau, ou de par leur trait physique, ou de par leur religion. Et donc là, j'ai une bande d'amis super mixte, et parfois j'étais invitée chez l'une et chez l'autre, etc. Mais là, il commence à avoir encore plus de restrictions, où j'ai pas la possibilité de sortir le soir, je dois rentrer vraiment très tôt, je peux pas dormir chez l'une ou chez l'autre, etc. Et donc ça m'énerve. Et d'une certaine manière, j'en veux un peu à mes parents par rapport à ça, à cette époque. Parce que je vis des choses que j'ai envie de vivre, mais que je vis pas. Toute l'importance que je donnais à ma double culture à cette époque-là, elle n'est plus aussi importante. C'est plus aussi important d'être française et tunisienne. Parce qu'en fait, là, il y a un événement qui va venir bousculer un peu tout ça, c'est que je rate ma seconde générale. Donc je rentre en seconde générale et je rate. Et à la fin, ma professeure principale, elle me prend entre quatre yeux et elle me dit « Myriam, je suis sûre que tu es talentueuse, mais en gros, elle me fait comprendre que je ne serai pas talentueuse pour la première et qu'il faut que je parte en première STMG. Ce qui veut dire que je dois changer de lycée, que je dois quitter toutes mes copines. Et là, en fait, je suis anéantie. Je suis dégoûtée, en fait. Je suis dégoûtée parce que j'ai raté mon année. Ma professeure veut m'envoyer avec, entre guillemets, les ânes. Moi, c'est comme ça que je le vois par le passé, parce que c'est ça, quand on parle des STMG aujourd'hui, on peut le voir sur Internet, etc., cette filière, elle est considérée comme la filière pour ceux qui ne sont pas intelligents. Moi, je me voyais intelligent. Il y a une cassure, en fait, qui se fait dans mon image à cette époque-là. Je me voyais comme une personne intelligente, parce que j'avais eu de bons résultats au collège. Mais en même temps, c'est facile d'avoir des bons résultats au collège. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'étais dans un collège ZEP et que c'est pas la même chose avec le lycée général. Et que là, en fait, on change complètement d'ambiance. J'étais persuadée que la STMG aujourd'hui, c'était pas fait pour moi, que j'allais me retrouver avec des ânes, entre guillemets, et que même moi, finalement, j'étais un âne puisque j'allais en STG. Et finalement, ma double culture, elle était plus du tout importante, là. Là, j'étais en train de penser à ma classe sociale. C'est totalement indirect. Je le pense pas comme ça à cette époque. Je ne sais même pas ce qu'est une classe sociale à cette époque.
Mais en fait, je me dis, moi qui... je travaille en fait depuis que j'ai 15 ans. À cette époque-là, je fais les marchés le week-end, 20 € par jour, s'il vous plaît. Et j'aide une mamie à installer son stand, etc. tous les week-ends. Et je fais aussi des ménages à côté. Et en fait, je me rends compte que si je fais en STMG, mais je vais passer toute ma vie à faire des ménages, etc. Et c'est pas ça que je veux. C'est ce que je croyais à l'époque. C'est pas la réalité, bien sûr. Mais bon, je vais en STG. Là, il y a 2 choix qui s'offrent à moi. Soit je redouble et je refais une année de générale, soit je vais en STG. Et pour moi, le pire à cette époque, c'est de redoubler. Pire que la STG, c'est de redoubler. Je sais pas pourquoi. Mais pour moi, c'était le pire. Là, j'arrive dans un nouveau lycée, je connais personne dans ma classe. C'est beaucoup plus détendu que la seconde générale, dans le sens où c'est beaucoup moins compétitif. Ma classe est mixte, il y a moins ce côté compétition. Je suis quand même plus à l'aise, mais en même temps, je me referme sur moi parce que je n'arrive pas... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je me referme sur moi à cette époque-là. Je me souviens que j'avais pas beaucoup d'amis, j'allais à la cafétéria et je lisais. Et en fait, parce que je vivais clairement ça comme un échec. Je crois que c'est pour ça que je me suis refermée sur moi. Et à ce moment, je crois que j'ai fait un peu de rejet parce que j'ai l'impression qu'on me définira toujours comme telle, comme une arabe de surcroît qui ne réussit pas. Et à cette époque, je travaillais, je faisais les ménages. Donc voilà, dans l'imaginaire commun, en France, je suis complètement dans mon élément puisque une arabe qui fait le ménage, est-ce que ça étonne quelqu'un ? Donc voilà, ça m'avait vraiment impacté. Et là, à cette époque-là, je me souviens plus exactement à quelle époque on est, mais je crois qu'on est en 2009, 2008, 2009. Là, dans les médias et dans la politique, on ressent énormément de tensions. Et moi, à cette époque, je regarde les informations et je reçois tous les jours les news par mail. Mais je suis matrixée à un point inimaginable. Et en fait, je commence à avoir une haine de la politique, une haine des gens qui me rejettent, en fait. Waouh, comment on n'est pas accepté, c'est incroyable, quoi. Au lycée, j'ai une très bonne amie qui est d'origine béninoise. Et là, je me rends compte que dans notre quotidien, on a tous des micro-situations qui nous rappellent notre couleur de peau ou nos origines. Même si la plupart des gens nous acceptent, il y a quand même ces 10% qui nous rappellent toujours d'où on vient, qui on devrait être, en fait, à travers notre couleur de peau. Bon, je termine l'année et j'ai mon bac avec mention, donc je suis très contente. Aussi, à cette époque-là, je me rends bien compte qu'il y a un manque de représentation significatif à la télé. Les seules personnes que je connais et que je vois à la télé, c'est Leila Berti, l'actrice. Il y a aussi Aïda, mais je me souviens plus de son nom de famille, Aïda qui présente le journal de M6. Et puis ensuite, c'est les gens de la télé-réalité. Donc là, je rentre en DUT technique de commercialisation. Donc je déménage pour la première fois seule à Nice, un peu plus de liberté, à la cité Jean Médecin, je me souviens. Et vraiment, c'était la grosse galère parce que je vivais dans 9 mètres carrés, réellement. Et les toilettes étaient sur le palier. Et à Nice, il y a beaucoup de mixité dans la rue et de surcroît beaucoup de Tunisiens en plus. Et à partir de là, je comprends quelque chose. Plus j'étudierai, plus j'irai vers le master, moins je rencontrerai des personnes avec une double culture, en tout cas comme moi. C'est pas avec une double culture, il y a des gens qui ont une double culture, mais il y en aura de moins en moins. Donc là, je suis en DUT, technique de commercialisation, et dans toute la promo, il y a peut-être 10% d'arabes. Et dans ma classe, on est 2 ou 3. Je me souviens plus exactement, mais je crois qu'on est 2 ou 3 sur 30. Donc là, en fait, ça me fait vraiment un choc par rapport au lycée dans lequel j'étais. Mais ça se passe bien. Je me sens pas trop en décalage parce que voilà, Nice, c'est très cosmopolite et tout le monde accepte tout le monde. Je pense, en tout cas à cette époque-là. Et même les professeurs, ils avaient une double culture, donc ça n'a jamais été un problème. Et c'était même plutôt une force. Ensuite, et là vraiment je réalise à quel point c'est incroyable d'avoir une double culture, c'est mon année Erasmus. Donc là, je rentre en licence dans ma 3e année et je pars à Kortrijk. Kortrijk qui est en Belgique du côté flamand. Et là, je fais une année Erasmus et là je suis fière. Je suis tellement fière. Je pense que c'est quand tu es confronté à un Népalais, à des Italiens, à des Turcs quotidiennement que tu te rends vraiment compte de la beauté d'être né dans le multiculturel. C'est majestueux, c'est trop bien. Et je me rends compte avec mes amis turcs, Pinar et Medina, qu'on a beaucoup de points en commun. Mais aussi avec mes amis jumeaux italiens,
on a aussi des points en commun. Quand je leur demande « c'est quoi ton film préféré ?», eux, ils me répondent quoi ? C'est Le Parrain. Et en fait, je me dis « mais en fait, on n'est pas si éloignés. » Finalement, ce qui devrait nous différencier, ça nous rassemble. Et ça, c'est magnifique. Et je me rends compte qu'être française d'origine tunisienne, c'est incroyable. Et que je suis en fait un mix d'occidental et d'oriental. Je suis ce fil d'or qui relie les deux. Et ça, c'est magnifique. Et je fais le ramadan là-bas, et je fais des briques, et je partage avec les autres. Et ça, c'est majestueux. C'est dingue. J'ai beaucoup plus ressenti le problème entre les Flamands et les Wallons en Belgique que le problème de ma double culture. Bien sûr, il y a des Flamands qui sont racistes, mais en fait qui sont racistes des francophones. Un jour, j'étais en vélo et je laisse une dame passer. Elle ne sait pas qui je suis. Et donc, elle me parle en néerlandais. Je comprends pas le néerlandais. Et là, je pense que je lui fais répéter ou je lui dis sorry, un truc comme ça en anglais, parce que c'est comme ça qu'on parlait quand on était là-bas. Et elle me dit ici, on est en Flandre, il faut parler flamand. Non mais j'étais outrée quoi. Je quitte la France avec oui, on est en France, il faut parler français, nanana. Et je me retrouve en Flandre avec le même type de réflexion. Et j'étais ah là là, c'était incroyable. Bref, là je rentre en master. Et là, je ressens un gros décalage par contre. Je pense pas autant en termes d'origine, mais surtout en termes de classe sociale. Parce que voilà, je rentre à l'IAE d'Aix-en-Provence, qui est un des IAE les plus réputés de France. Et voilà, qui est payant aussi, il faut payer cet IAE. Et donc, clairement, ça fait un énorme tri entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas payer. Ceux qui ont des résultats, parce que tu rentres dans cette école par concours. Donc il y a aussi ceux qui ont les capacités et ceux qui ne les ont pas. Et en fait, je me rends compte que dans la classe, vraiment, dans ma promo, on est très peu. On n'est pas beaucoup représentés. Non seulement en termes de classe sociale, mais aussi en termes d'origine. Là, je perds beaucoup en estime de moi à cette période parce que je voyais des personnes parler plusieurs langues, avoir un anglais incroyablement parfait, sans accent français, se sentir mieux dans cet univers dans lequel moi j'étais mal à l'aise. Et je me souviens avoir pris contact avec une fille au tout début en fait. J'ai vu qu'elle était dans le même groupe que moi et je l'appelle et je lui dis hey, c'est toi Donia ? Et elle me dit oui. Et en fait je lui dis viens, on reste ensemble en fait. Viens, on reste ensemble parce que franchement là c'est là c'est chaud. Et en fait, j'étais contente parce qu'on se ressemblait avec Donia. C'est ma copine aujourd'hui, c'est toujours ma copine d'ailleurs. Elle est algérienne et marocaine d'origine. Et donc voilà, on se comprenait. Aussi l'expérience que j'ai vécue pour la recherche de mon stage en master, il faut que je vous raconte ça. En fait, en master, il fallait que je recherche une alternance au début. Donc là, je cherche, et vraiment je cherche, je peux vous dire que je cherche à un point inimaginable. Je m'organise, etc. Finalement, j'avais fait vérifier mon CV, on avait plein d'outils qui permettaient vraiment de s'améliorer. Donc j'utilise tout ce qui est à ma disposition pour m'améliorer à ce niveau-là, etc. Finalement, je me rends compte que je ne suis pas prise et que je ne peux plus intégrer une alternance, mais que je dois aller vers un stage. Donc là, je commence à chercher un stage. Toute ma classe, pratiquement, a trouvé. Je suis l'une des seules. Et pourtant, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que je passe des entretiens, j'envoie des CV. Déjà, premièrement, j'ai très peu de retours. Et là, finalement, j'ai une opportunité dans une boîte qui s'appelle JC2Co, je pense que vous connaissez. Donc là, je fais un entretien avec la RH. Elle me dit, très bien, montez à Paris pour avoir un entretien avec la manager. Je monte, ça se passe très bien. Donc j'ai un premier entretien, ensuite j'ai un deuxième entretien. Et là, je sais que je suis dans la finale. On hésite entre deux personnes. Et là, finalement, je suis pas prise. Là, c'était le coup de massue. J'étais la dernière de ma classe à ne pas trouver ni de stage, ni rien. C'était horrible. Parce que je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui va pas avec moi ? Aujourd'hui, je le sais. Je suis quasiment sûre que, voilà, toute cette expérience-là, c'est ma double culture. C'est pas quelque chose ça peut te servir autant au collège, au lycée, mais ça peut être fatal dans le monde professionnel. En France, dans le monde professionnel. Et je précise bien en France. C'est super important. Je ne pense pas que ça se passe comme ça au Canada. Je ne pense pas que ça se passe comme ça dans d'autres pays. Et voilà, je pense que j'ai subi la discrimination, clairement. J'ai subi la discrimination.
Donc là, je lance une candidature pour un stage au Sri Lanka, mais vraiment sans conviction. C'est-à-dire que je n'ai plus d'attente, je n'ai plus aucune attente. Et là, je passe un entretien, et elle me dit « Oui, tu es de quelle origine ?» Et je dis « Je suis tunisienne. » Et elle me dit « Vends-moi la Tunisie. » Waouh! Le décalage était incroyable. Donc là, je passe d'un entretien très formel dans une des plus grandes boîtes de Paris, qui était d'ailleurs située à Neuilly, à un entretien où la manager me demande « De quelle origine tu es ? C'est une force pour toi, maintenant, vends-moi la Tunisie. » Waouh, le décalage était incroyable. Finalement, j'ai été prise pour un stage au Sri Lanka. J'étais travel expert, donc je vendais des voyages pour des francophones. Je travaillais avec des Sri Lankais. J'ai vécu ça comme une expérience incroyable. Et finalement, je remercie, vous savez même pas à quel point je remercie tous les recruteurs qui m'ont rejeté en France de m'avoir rejeté. Parfois, t'es rejeté dans ta vie. Parfois, tu es rejeté et traité comme une moins que rien parce que tu ne sais pas à quel point c'est un cadeau pour le futur. Je n'aurais jamais pu vivre ça si je n'avais pas été rejetée par ces gens. J'ai vécu l'une des plus belles expériences de ma vie. 6 mois au Sri Lanka qui ont été incroyables. Je pense que je ferai un épisode que sur ça, comme ça vous comprendrez. Bref, je pars 6 mois au Sri Lanka. Là, c'est... Waouh, là, c'est incroyable. Je me rends compte que ma double culture, elle me sert. Elle me sert à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que je comprends le Sri Lankais. Je comprends autant l'équipe française. Je les comprends parce que je suis aussi française. Mais je comprends le Sri Lankais qui, lui, a une culture tellement éloignée de la France. Mais parce que je suis aussi tunisienne, je comprends les deux. Et j'arrive à m'adapter aux deux. Et ça, c'est magique. C'est trop bien d'avoir une double culture, je vous jure, je suis contente d'être maghrébine parce que, en fait, tu passes partout. Et ça, vraiment, il faut le comprendre. Tu passes partout. Et je vais vous expliquer. En fait, ici au Mexique, actuellement, quand on me demande d'où tu viens, parce qu'on se rend bien compte à mon accent quand je parle espagnol que je ne suis pas d'ici, je dis que je suis arabe. Mais que je vis en France. Alors, pourquoi ? Parce que lorsque je dis « je suis française », les gens ne comprennent pas du tout. Ils me voient physiquement et ils voient qu'il y a un décalage. Donc en fait, ils comprennent pas et j'ai pas envie d'expliquer, etc., de parler sans temps. En fait, je suis souvent en train de me présenter d'ailleurs et c'est compliqué à expliquer constamment que oui, je suis française, mais je suis aussi tunisienne. D'ailleurs, ici, je pense que j'ai rencontré 10% des gens qui savent où est la Tunisie et que ce pays existe. C'est tellement petit. En fait, c'est ça. C'est de te rendre compte qu'on n'a pas tous la même perception de la Terre. Les Mexicains, eux, voient le Mexique comme leur centre du monde. Moi, je vois la France comme l'Europe en tout cas, comme le centre du monde. On voit pas le monde de la même manière. Voyez ? Et donc, je dis que je suis arabe. Parce que si je dis que je suis tunisienne, les gens ne comprennent pas. Donc, je dis que je suis arabe. Et moi, ça me va très bien de dire que je suis arabe d'ailleurs. Et en fait, ils retiennent 2 choses quand je dis que je suis arabe. Ils me disent « Waouh, c'est pour ça que tu as de grands yeux ». Alors franchement, il y a que ici que j'ai entendu ça par contre. Et la deuxième chose, on me dit « Ah, mais alors tu sais danser le belly dance ». Voilà, c'est les 2 choses qui reviennent quand je dis que je suis arabe. Et en fait, je me sens tellement proche des gens de manière générale parce qu'on a plein de similitudes entre arabes et mexicains en réalité ou arabes ou sri-lankais par exemple. Et puis, disons la vérité, quand tu es brown, c'est vraiment une expression qui dit, voilà, tout ce qui n'est pas blanc. C'est ça en réalité. Et plus tu es typé, plus tu es foncé de peau, plus tu passes partout. Disons-le clairement. Ici, on pense jamais que tu peux être française ou arabe. Je passe pour une Mexicaine. Quand j'ai vécu au Sri Lanka, on pouvait me confondre avec une riche Sri-Lankaise. La double culture, pour terminer, t'apporte beaucoup plus d'avantages quand tu es à l'étranger. Pas autant que lorsque tu es en France, par contre, tu vois. Je me rends bien compte de ça, bien compte de cette différence. Mais en même temps, parfois, tu deviens schizophrène. Tu deviens schizophrène parce que t'es en France avec des règles occidentales, alors que toi, tu as grandi avec des règles orientales. Et je ne parle même pas de religion, hein. Je parle pas de religion. Parce que je me sens tellement proche d'Arabes qui sont chrétiens.
C'est la culture en fait qui nous lie, c'est pas tant la religion. Donc on a les mêmes règles en fait, entre des arabes chrétiens ou des arabes musulmans, on a les mêmes règles. Donc je parle réellement de deux mondes qui essayent de cohabiter tant bien que mal. Parfois ça fonctionne super bien, surtout quand tu es à l'étranger, et parfois ça cohabite un peu moins, surtout quand tu es en France, et que tu cherches un appartement, ou que tu veux un stage, ou que tu cherches à changer de travail. C'est beaucoup plus difficile, disons-le clairement, bien sûr. Quand tu as un nom à consonance arabe, bien sûr. Et chaque jour, on doit apprendre à cohabiter, à trouver sa place entre tous ces mondes qui parfois s'opposent. Parfois, ça se chevauche. Nous, les femmes avec une double culture, nous sommes des femmes juste incroyables. Nous avons cette capacité d'adaptation juste phénoménale. En fait, c'est phénoménal, pourquoi ? Parce que si tu vas au Japon, tu comprends pourquoi il faut enlever ses chaussures avant de rentrer dans la maison. Autant tu vas au Mexique, tu comprends pourquoi la famille est importante. Tu vois, en fait, t'arrives à trouver un lien avec tous ces gens-là, dans leur culture. Parce que t'as cette double culture. C'est comme si t'étais fort, t'étais 2 fois plus fort même. Tu comprends le monde à travers 2 visions. Et donc, même si tu ne le sais pas encore, tu as une longueur d'avance à partir du moment où tu acceptes que ces 2 cultures cohabitent en toi. Et ne laisse jamais les médias te faire détester ta culture. Ne laisse pas non plus l'une reprendre le pas sur l'autre. Tu es les 2. Parfois, tu t'appuieras davantage sur l'une et parfois un peu plus sur l'autre. Mais je crois que le plus difficile, c'est de trouver une cohérence à travers 2 choses qui parfois s'opposent et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je suis continuellement en train d'apprendre de mes 2 cultures. Et pour terminer, je dirais que avoir une double culture, ça t'apporte une élasticité de pensée, une élasticité de comportement, une élasticité de compréhension du monde, juste incroyable. Mais pour exploiter cette élasticité, il faut être ouvert d'esprit. Il faut pouvoir voyager et voir autre chose, ne pas rester seulement dans son monde. Ça, c'était mon histoire à travers ma double culture. Et de se rendre compte à quel point ça a beaucoup plus d'avantages finalement, pour moi, personnellement, je parle de mon histoire personnelle, que d'inconvénients. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué quand tu cherches un travail, et j'en ai fait l'expérience, je le sais très bien. J'ai pas tout raconté parce que sinon c'est trop long, mais je le sais très bien que c'est compliqué. Mais en même temps, je pense que c'est aussi pour ça que je suis partie, parce que je sais concrètement que ma double culture, elle est beaucoup plus une force quand je ne suis pas en France. Et ouais. Enfin voilà, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles, à me dire ce que t'en as pensé en message privé sur Instagram. D'ailleurs, si tu n'es pas encore sur Instagram, rejoins-moi. Et à me dire ce que tu penses de cette double culture. Je pense que on est beaucoup à vivre ça et qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais vraiment, j'aimerais vous dire que tout ce qui vous arrive de mauvais, qui est a priori une expérience traumatisante et douloureuse, d'être rejeté parce que vous avez une double culture, c'est en réalité autre part. On saura valoriser votre double culture. On saura vous valoriser. Vraiment, j'en suis persuadée. Voilà, chica, je te souhaite en tout cas une très très belle journée. Et pour ma part, c'est le week-end. Et là, je vais aller prendre soin de moi. Parce que ça, c'est important. Et ça fait partie de l'estime de soi, de prendre soin de soi. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Hasta luego!